Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour. 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 Alors, n'hésitez pas à couper les micros si vous êtes dans des environnements bruyants. Hop, je vais couper les micros de tout le monde. Comme ça, vous pourrez les réactiver au moment où vous voulez parler. Du coup, il est pas encore, enfin, il est presque 18 heures. On va attendre encore un petit peu puisqu'il y avait près de 90 inscrits. Pour l'instant, vous êtes 24. Mais en tout cas, merci d'avoir pu vous inscrire et déjà vous connecter à ce webinaire de lancement de la campagne ASEC. Est-ce qu'il y en a, juste avant de commencer, pour meubler un peu, il y en a qui ont participé l'année dernière à la campagne? Vous pouvez rallumer vos micros si vous voulez répondre. Non, pas moi. Non, pas nous. Moi, oui. Moi, oui, mais je ne sais plus quand. Moi, Ok. j'ai participé à la campagne, mais pas d'observation. J'ai relayé l'info, mais tardivement. Mais j'en ai entendu parler et j'en ai fait parler un peu. Ok, super. Vous allez pouvoir relayer cette année aussi. Hop, donc, il y a encore pas mal de monde qui attend. On peut peut-être attendre un petit peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mélanie, si ça va. Oui, oui, il y a encore un petit peu de monde en salle d'attente. On peut peut-être attendre encore 1 minute et puis après, on peut lancer. Moi, j'assurerai l'accueil des gens dans la salle d'attente. Ok, super. Bon, je ne sais pas. Vous ne me voyez pas, c'est ça? Et vous ne m'entendez pas non plus, on dirait. Bonjour Claude Assier, on vous Ah, si. entend. Mais vous ne me voyez pas. Non. Alors, je ne sais pas le faire. Hein. Je suis désolée, je suis nulle en informatique. Pas de souci, c'est pas grave. Vous pouvez poser vos questions par écrit si vous voulez. Mais en tout cas, on vous entend bien. Donc, On vous entend bien. Et il n'y a Ah. pas d'obligation à mettre sa caméra. Donc, ça, Ok. j'ai perdu les... Bon, bah, il est 18h03. On est plus de 40 participants. Je pense qu'on peut commencer. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire de lancement de la campagne ASEC, webinaire de l'édition 2023, la deuxième édition de cette campagne. Je vous préviens juste que le webinaire est enregistré. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez couper les caméras. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas obligatoire de mettre vos caméras. Ça sera donc rediffusé sur les sites internet des différentes associations pour permettre au plus de gens possible de participer et de rattraper un petit peu cette campagne ou de venir en cours de route. Donc, ce qui va se passer ce soir, c'est qu'on va avoir un webinaire dans lequel on va vous demander de couper les micros.
Je l'ai déjà dit, mais c'est toujours bien pour éviter tous les petits bruits parasites. Vous pouvez poser toutes vos questions pendant le chat quand elles vous viennent à l'esprit. Il suffit de cliquer sur le petit bouton discussion normalement vers le bas de votre écran. Et lors des temps d'échange, il y aura 3 temps d'échange. On va pouvoir répondre à toutes les questions qui ont été posées, en plus de faire des échanges à l'oral. On va tâcher de finir à 19 heures, mais on se doute qu'il y en aura qui auront plein de questions à poser. Donc, on va rester jusqu'à 19h15 pour les bavards, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment la fin du webinaire sera à 19h, donc vous pourrez vaquer à vos occupations. Si vous voulez partir en cours de route aussi, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un petit mot dans le chat. La présence n'est pas obligatoire, hein, bien sûr. Donc, c'est un webinaire qui présente la campagne ASEC, parce que nos cours d'eau ont besoin de vous. Ça permet à toutes les personnes qui souhaitent s'engager pour la protection de l'environnement de devenir des sentinelles de l'eau. Ça fait partie du programme Sentinelles de la nature, et ça vous permet de signaler les cours d'eau qui sont à sec, comme le nom de la campagne l'indique. C'est une campagne qui se déroule cet été, du 20 juin au 31 août. Mais vous pouvez faire cette activité de suivi des cours d'eau toute l'année via Enquête d'eau, qui vous sera présentée par Émilie Brugnot de l'OFB. Donc, le webinaire en lui-même va se décomposer en 3 parties. À la fin de chacune de ces parties, il y aura un temps d'échange. La première partie, c'est pourquoi on fait cette campagne, à quoi ça sert, comment ça marche et comment vous pouvez participer. Ça sera présenté par moi-même. Ensuite, comment fonctionne Enquête d'eau et d'une manière plus générale le suivi du niveau des cours d'eau pendant l'été. Ça sera présenté par Émilie Brugnot de l'OFB, qui va se présenter juste après lors de sa prise de parole. Enfin, la dernière partie, ça sera une petite démonstration assez rapide de la manière dont vous pouvez participer à la campagne. Donc, une démonstration de comment on fait un signalement sur le site internet Sentinelles de la nature. Donc, sans plus attendre, on va peut-être déjà commencer par vous présenter comment c'est structuré, parce que vous n'avez pas manqué de voir que c'était une campagne qui se menait sur 3 régions, donc Midi-Pyrénées, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour chacune de ces 3 régions, vous avez des référents territoriaux qui sont différents. Je crois que Céline n'est pas encore arrivée, Mélanie, je peux confirmer. Est-ce que du coup, tu peux la présenter ou... Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Mélanie Dajou. Je suis référente pour la campagne ASEC sur FNE, pour la région Aura, pour FNE Aura. Et il y a également pour FNE Midi-Pyrénées, Céline Joannin, qui sera référente sur Midi-Pyrénées. On lui demandera de vous faire un petit coucou quand elle arrivera dans le webinaire. C'est ça. Puis, je ne sais pas si toi, tu t'es présenté. Ouais, non, je ne me suis pas encore présenté. Donc, Jules Boisseau, je suis chargé de mission Sentinelle de la nature et référent sur la campagne ASEC en Nouvelle-Aquitaine. Je crois qu'on a un petit bug d'affichage. Qu'est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Vous ne voyez plus le diapo? Zoom. Non, on Ouais, ok, ça ne marche. voit plus les slides. Hop, j'essaie de corriger ça rapidement. Est-ce que c'est bon? C'est tout bon. Ok, super. Donc voilà, c'est une campagne à 3. Vous avez ici en bas les emails des contacts en région. N'hésitez pas à les noter. On va les redonner à la fin du diapo et ils sont aussi présents sur les sites internet des différentes fédérations. Mais voilà, ça sera les interlocutrices et les interlocuteurs en région. Voilà, donc pourquoi on a décidé de faire cette campagne? On va rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas vous apprendre ce que c'est le changement climatique, hein, mais on ne va pas vous le réapprendre ici, mais on sait tous que les périodes de sécheresse sont de plus en plus récurrentes. Il y en a très fréquemment. Elles s'étalent dans le temps et durent de plus en plus longtemps. Par exemple, sur l'hiver 2022, la Creuse, par exemple, un exemple de département, n'est jamais sorti du niveau de vigilance, tellement les ressources n'ont pas pu se recharger.
Et on a aussi des sécheresses qui commencent de plus en plus tôt, hein. On a des sécheresses hivernales, on a des sécheresses automnales, on a des sécheresses un peu à n'importe quel moment de l'année. On a fait cette petite coupure presse ici. On voit que notre ministre de l'Environnement s'inquiète que 2 tiers des nappes ne sont pas rechargées au niveau des normales, hein, donc 2 tiers des nappes sous le niveau des normales. C'est des situations qui sont graves, mais qui sont amenées à se reproduire. C'est le changement climatique, c'est pas quelque chose de nouveau, on le savait très bien et on peut le prédire. Ça a des conséquences aussi sur l'alimentation en eau potable des populations, hein. Encore une fois, Guéret en Creuse, mais on pourrait multiplier les exemples comme ça sur toute la France, sur tout le territoire national. C'est également donc, le changement climatique qui cause une élévation des températures, hein. Élévation des températures qui vient notamment augmenter l'évaporation et qui affecte les ressources en eau de manière assez forte. Pareil, quelques petites coupures de presse, mais je pense pas que ce soit ce pourquoi vous êtes venus. On va plutôt vous présenter l'action. Ah oui, juste pour finir, au niveau du changement climatique, on est capable de se projeter dans le futur. L'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui recouvre une grande partie des régions Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées, enfin Occitanie, a fait une étude, une prospection à horizon 2050, et on est capable déjà de quantifier des changements climatiques, les effets du changement climatique sur les ressources en eau et sur les cours d'eau. Donc dans le bassin, on s'attend à plus de degrés, on s'attend à des diminutions de l'enneigement de 30 à 60%, ce qui va affecter les ressources d'eau dues à la fonte des neiges. Un débit des cours d'eau qui va diminuer de -20, -40%, une évapotranspiration qui augmentera de +10, +30, et au total, un déficit de ressources en eau sur la période estivale de 1,2 milliard de mètres cubes. Tout avec une pluviométrie stable, mais plus incertaine, on va dire, avec des épisodes orageux comme celui qu'on connaît en ce moment, par exemple. Donc voilà, le changement climatique, il est là. Il faut veiller à en limiter les effets maintenant. Et donc les effets des ASEC sur la biodiversité, voilà cette petite slide pour vous rappeler que c'est des événements qui sont assez traumatisants sur la biodiversité. Il y a certains cours d'eau pour lesquels c'est normal d'avoir cette intermittence, hein, notamment les cours d'eau méditerranéens, où on a des cours d'eau qui sont naturellement secs tout l'été, quasiment, mais on a une biodiversité qui s'est adaptée. Ce régime d'intermittence, et en tout cas les ASEC, se retrouvent aussi sur des cours d'eau situés plus au nord, par exemple Poitou-Charentes. La biodiversité n'a pas évolué pour supporter ces ASEC. Et donc ici, vous avez un peu trois étapes de l'ASEC. Donc on a sur la première photo les cours d'eau qui baissent. On va avoir des flaques dans les zones les plus profondes. Donc la nappe d'accompagnement, hein, qui maintient un certain niveau d'eau, même quand il ne pleut pas. Mais sauf que même quand cette nappe peut finir par sécher, et donc la biodiversité, les poissons et tout ce qui vit dans l'eau va se retrouver dans cette petite flaque, donc c'est tout concentré. Et si les dernières flaques viennent à sécher elles aussi, il y a tout le monde, tous les petits poissons et autres espèces qui vivent dans l'eau vont mourir. Donc, un ASEC pour la biodiversité aquatique, c'est quelque chose d'assez traumatisant et c'est déjà un peu trop tard, on peut dire. Par contre, c'est toujours intéressant de les connaître, ces ASEC, pour agir sur la ressource en eau et préserver les ressources en eau qui restent. Comment on fait pour préserver la ressource en eau? Un des seuls outils vraiment efficaces, en tout cas celui sur lequel on va tâcher d'agir avec cette campagne ASEC, ce sont les arrêtés sécheresse. Les arrêtés sécheresse, ce sont des arrêtés qui restreignent l'utilisation de l'eau à certaines périodes, sur certaines communes, en fonction de plusieurs critères. Donc, les arrêtés, en général, on en parle dans la presse, on en parle aux infos, on dit qu'il est interdit d'arroser à certaines heures, certains usages vont être interdits en fonction de plusieurs critères.
Notamment, donc le premier de ces critères, c'est en fonction de certains seuils qui seront atteints par les débits des cours d'eau, par le niveau des nappes. En gros, c'est la quantité d'eau qui est disponible. En dessous d'un certain seuil, on va commencer à activer certains mécanismes qui restreignent certains usages de l'eau, à couper le robinet en gros. On tient compte également des prévisions météo, de la teneur en eau des sols, pour savoir si dans 2 semaines il pleut, il y a des grosses pluies qui sont prévues, on est quasiment sûr de ça, et ben c'est peut-être pas la peine de passer au niveau de crise et couper tous les usages. On peut rester en alerte renforcée. En gros, on va faire un arbitrage entre la ressource qui est disponible et les usages. Tout cet arbitrage, il se fait, il y a peut-être d'ailleurs des bénévoles qui siègent aujourd'hui dans ces comités ressources en eau. Donc, c'est les comités ressources en eau qui réunissent tous les acteurs de l'eau, donc autant des acteurs institutionnels, par exemple l'OFB y siège, et d'autres parties de l'État, parties prenantes de l'État. Il y a également des utilisateurs, les consommateurs d'eau, par exemple, ça peut être les usagers industriels, les usagers agricoles, tous les usagers économiques. Et il y a également, en nombre plus restreint, des associations de protection de l'environnement dans lesquelles le mouvement FNE, dans sa globalité, est plutôt bien représenté. Lors de ces commissions, c'est un débat et des argumentaires pour savoir quels usages on coupe en premier, dès qu'on atteint les seuils qui sont prévus par des arrêtés cadres. Vous avez à droite la carte des arrêtés sécheresse applicables hier, donc à jour du 19 juin 2023. Vous avez au niveau gris, enfin, toutes les zones colorées, c'est des zones où il y a des restrictions d'eau qui sont en vigueur aujourd'hui. Il y a 4 niveaux de crise, enfin 4 niveaux d'alerte. Il y a le premier niveau qui est celui de vigilance, où juste on va diffuser des informations sur les économies d'eau, mais on ne ferme pas vraiment de robinet, on n'interdit pas encore d'usage. À partir du niveau d'alerte, on va interdire en général certains horaires d'arrosage. On a le droit d'utiliser de l'eau, mais pas en pleine journée, pas à midi. Au niveau des alertes renforcées, on va avoir des restrictions d'eau qui sont un peu plus sévères. Et enfin, au niveau de crise, on peut aller jusqu'à la coupure quasiment totale des usages économiques. Et les derniers usages qui vont rester en vigueur, ça va être l'usage d'alimentation en eau potable. Donc, cet outil-là, les arrêtés sécheresse, c'est le principal outil qui permet d'économiser de l'eau en été. C'est un outil réglementaire. Méconnaître les arrêtés sécheresse, c'est une contravention et c'est vraiment interdit. Il faut respecter ces arrêtés sécheresse. Et on va tâcher, avec la campagne à sec, d'activer ces arrêtés sécheresse au bon moment. Pourquoi on vous demande d'être vigilant sur, donc si vous voulez participer, pourquoi c'est utile d'avoir des citoyens et des citoyennes qui soient vigilants sur les ASEC? Parce que, on l'a vu, les différents seuils de ressources en eau, ils sont mesurés notamment à travers le débit des cours d'eau. Pour savoir le débit des cours d'eau, il y a quelques stations de mesure, mais il n'y en a pas tant que ça sur tout le territoire national. Et le problème, c'est que c'est pas homogène sur tous les bassins versants. On a des stations de mesure on en a beaucoup à certains endroits, mais d'autres, on en a beaucoup moins. Pourtant, c'est aussi des endroits où il faut veiller et activer les arrêtés sécheresse au bon moment. Donc, pour améliorer les arrêtés sécheresse, on a plusieurs préconisations. En dehors de la campagne à sec, on a plusieurs préconisations. Ce qui peut être bien, c'est que ces arrêtés-là, c'est des messages qu'on porte, les associations du mouvement FNE, c'est que ces arrêtés-là, ils soient publiés dès la sortie de réunion. Aujourd'hui, parfois, les mesures de restriction d'eau sont publiées quelques semaines après les réunions où on décide de mettre en œuvre les restrictions. On demande à ce qu'elles soient publiées plus rapidement. On demande aussi à ce que les associations de protection de la nature soient intégrées dans tous les comités ressources en eau, ce qui n'est pas encore le cas, même si ça l'est souvent. On demande aussi à ce qu'il y ait des bilans annuels en sortie de crise sur la manière dont a été gérée la crise. Et on demande une meilleure communication sur les restrictions qui sont imposées.
ainsi que des contrôles plus poussés et plus fréquents pour vérifier la bonne application de ces restrictions, qui est, je le rappelle, un délit prévu par l'article R216-9 du Code de l'environnement. Mais ces arrêtés-là, s'ils ne sont pas prononcés, on a beau demander ce qu'on veut, ils ne sont pas plus efficaces pour autant. Donc, à quoi vont servir les observations faites sur Sentinelle de la nature? Ils vont servir à abonder les outils officiels du suivi du niveau des cours d'eau, gérés notamment par l'OFB, et qui permettent, je vous l'ai dit, la prise de décision lors des périodes de crise. C'est les niveaux de seuil. Donc, si vous nous renseignez sur l'existence d'un ASEC, en faisant un signalement sur Sentinelle de la nature dans la campagne ASEC, et ben ça, c'est des informations qui seront utilisées dans les comités ressources en eau pour demander et pour dire que là, effectivement, on a un enjeu majeur, on a déjà des cours d'eau à sec, il faut limiter les usages. Donc, de manière proportionnée, puisqu'après, c'est négocié par les acteurs institutionnels lors des commissions ressources en eau. Ça va permettre à tous les bénévoles qui siègent dans ces comités ressources en eau de s'appuyer sur des données solides, d'avoir des photos, d'être capable de dire là, voilà, on sait qu'on a des cours d'eau à sec. Et ça va aussi permettre, donc, vos données, de mobiliser la population, donc tous les citoyens, citoyennes, notamment en communiquant sur les réseaux sociaux, sur tous les médias plus traditionnels, on peut avoir des émissions à la télé, mais en gros, l'idée, c'est qu'on parle de la sécheresse pour sensibiliser les gens aux besoins d'économiser l'eau. Donc voilà un petit peu ce à quoi va servir toutes les observations que vous nous remontrez. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très précieux pour nous, les associations. Ça va servir pendant la période de sécheresse à améliorer la gestion de l'eau. Voilà pour cette première partie. Avant de laisser la parole à Émilie Brognaud de l'OFB Nouvelle-Aquitaine, on a un petit temps d'échange. Peut-être couper le partage. Et donc, si vous avez des questions sur le fonctionnement de la campagne, on peut y aller. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Voilà, j'avais une question en fait sur vous parlez des réseaux sociaux. Et du coup, si on n'a pas de réseaux sociaux, qu'on ne va pas du tout dessus, est-ce que du coup c'est pénalisant ou est-ce que ça ne change rien à l'apport qu'on peut avoir? Il n'y a pas du tout de problème. L'idée, c'est juste que les signalements que vous nous enverrez, donc les photos de cours d'eau à sec, nous, on va les relier pour essayer de faire connaître un petit peu ces situations-là. Souvent, les cours d'eau principaux qu'on voit, c'est les grands cours d'eau, hein, donc ils sont jamais vraiment à sec. Et le grand public, j'ai envie de dire, ne sait pas toujours qu'il y a plein de petits cours d'eau dans la nature qui se retrouvent à sec. L'idée, c'est de faire connaître ce phénomène. Et par contre, pour suivre la campagne, il suffit d'aller sur le site internet Sentinelle de la nature, où vous pouvez faire directement tous vos signalements. Vous pouvez aussi le faire depuis votre smartphone. Il y a une application qui permet de géolocaliser sur le terrain vos observations. Vous prenez une photo, vous notez l'heure et le nom du cours d'eau, et vous nous l'envoyez sur Sentinelle de la nature. C'est comme ça que vous pouvez participer. C'est pas via les réseaux sociaux. Ça va être pour communiquer ça. Ok, merci. Ouais. Ouais. Moi, j'avais une question concernant la gestion du manque d'eau par les institutions. C'est quelque chose qui, moi, m'inquiète. Alors, moi, j'habite en Aveyron. Donc, on connaît de la sécheresse comme tout le monde, mais c'est moins pire qu'à d'autres endroits. Et l'été dernier, je repense à plein de moments où des terrains de rugby, des terrains de foot étaient arrosés systématiquement alors qu'il y avait des incendies, qu'on manquait clairement énormément d'eau. Et du coup, c'est par rapport en signalant, en prenant le rôle de sentinelle, moi, un truc qui peut me faire peur, c'est la réaction des institutions et qui est pénalisé, qui ne l'est pas.
Et voilà, donc j'avais envie de poser cette question. Ok, ça marche. Dans le cadre purement de la campagne à sec, on cherche pas des photos et des signalements de personnes qui utilisent de l'eau à des moments où c'est interdit. On cherche vraiment seulement des photos des cours d'eau, donc des milieux naturels en état de souffrance, on va dire, hein, donc avec pas beaucoup d'eau. On va voir tout à l'heure avec la présentation de l'OFB à quoi ça ressemble, un cours d'eau sans eau. C'est vraiment ça qu'on va chercher à quantifier pour être capable de dresser une carte, ça vous sera expliqué juste après, de dresser une carte des endroits où on sait qu'on a des ruptures d'écoulement et on a des assecs. C'est vraiment ça qui est recherché, c'est de la science participative qu'on cherche à mettre en place avec la campagne Sentinelle à sec. Par contre, puisque c'est une infraction de méconnaître des arrêtés sécheresse, je vais citer l'article juste avant, vous pouvez utiliser Sentinelle de la nature dans sa version dégradation, pour faire ces signalements-là, qui seront ensuite portés par les bénévoles des associations qui adhèrent à FNE. Et pour peut-être aller jusqu'à un constat d'infraction, en tout cas alerter les services inspecteurs, les services police de l'OFB, donc pas les services connaissances. Ça, c'est la campagne à sec. Par contre, Sentinelle sert aussi au traitement des dégradations. Voilà. C'est ce double usage. Ok, donc ça concerne vraiment principalement les cours d'eau, même si les plans sécheresse, ça concerne l'usage général de l'eau. Oui, en gros, c'est ça. Vous avez la campagne à sec, dans laquelle on cherche que des signalements de cours d'eau à sec. Et sur Sentinelle, vous pouvez mettre toute dégradation de l'environnement. Vous pouvez aussi mettre des dépôts de déchets, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais vous pouvez renseigner toute dégradation de l'environnement. Voilà. Et peut-être pour préciser, on ne demande d'avoir des observations sur les cours d'eau que parce que en fait, visuellement, ça se voit un ASEC, alors que le fait qu'une nappe phréatique baisse en continu, ça, on n'est pas en capacité de le voir. Donc, c'est pour ça que nous, on se focalise que sur les ASEC des cours d'eau. Il y a deux questions, peut-être si on peut les poser je prends la parole. Cathy Versinger, je suis en Ariège et je suis au bureau d'Apra-le-Chabot. Et ma question, c'est comment on sait qui fait quoi, en fait, pour la répartition des cours d'eau, qu'on ne soit pas plusieurs sur un même territoire. Voilà, c'est peut-être évident, mais je ne sais pas encore comment ça va être géré, quoi, à ce niveau-là. Okay. Pour l'instant, on n'en est pas encore à quadriller la carte et à donner des secteurs à chaque bénévole. Vraiment, à chaque fois que vous voyez un cours d'eau, vous pouvez prendre le réflexe de faire un signalement sur Sentinelle de la nature dans la campagne à sec. Je pense que le foisonnement ne sera pas un problème du tout et au contraire, ça fera plus de données. Il est quand même assez peu probable que vous passiez pile au même endroit, pile le même jour. Donc, voilà, dès que vous voyez un signalement, n'hésitez pas à faire dès que vous voyez un cours d'eau à sec, n'hésitez pas à faire un signalement. Merci. Jacques. Oui, je prends la suite. Oui, simplement, moi, j'ai envie d'ajouter que le comité de ressources, bien, il se réunit 2, 3 ou 4 fois selon les événements, sans doute, dans l'année. Ce n'est pas un comité délibératif, donc on ne vote pas. Et si quelqu'un de nos homologues ne sont pas invités et veulent y participer, je dirais, il faut demander à la préfecture, voire DDT. Voilà, donc je pense qu'on gagne beaucoup d'informations dans ces comités-là. Et puis, dans l'arrêté cadre, on a aussi un comité de suivi. Bon, là, nous, on n'y est pas. Et c'est vrai que là, il faut être vraiment sur le terrain pour pouvoir apporter des choses. Et ça se passe toutes les semaines. Hein. Voilà. Et puis, j'ai une autre question qui sort du sujet. Je rappellerai Jules plutôt une autre fois. Hein. Merci, Jacques. Monsieur Collongean. Oui, bonjour et merci. Est-ce que les pêcheurs, là, je suis en Deux-Sèvres, hein, donc là où il y a les projets de bassines contestés en ce moment, est-ce que les pêcheurs sont dans le programme Sentinelle de la nature? Parce que là, en Deux-Sèvres, nous, on suit ces histoires d'eau, enfin moi ça fait presque 30 ans, et vraiment ils ont toujours été en pointe, les pêcheurs, par rapport justement à
au répertoire des ASEC. Oui, tout à fait. Alors, Ben, je connais un peu le contexte en Deux-Sèvres et plus globalement dans tout le Poitou-Charentes, où effectivement les pêcheurs mènent une mission de suivi des cours d'eau avec l'Observatoire régional de la biodiversité, maintenant l'Agence régionale de la biodiversité, par des conventions un peu particulières. Ici, le mouvement FNE, on a choisi de s'adresser à toutes les personnes et donc à toutes les gens qui ont un compte Sentinelle de la nature ou qui sont bénévoles dans les associations. Donc, s'il y a des pêcheurs qui, en plus, le sont, il n'y a pas de souci pour faire des signalements. C'est vraiment de la science participative qui est ouverte à tout le monde. Il y a une information qui sera diffusée à tous les partenaires dont font partie notamment les associations agréées de pêche. Oui, voilà, c'est pas fermé du tout. C'est juste que c'est difficile de faire connaître l'action à tout le monde. Déjà, on parle au réseau FNE et aux associations. Est-ce que je peux juste faire un petit complément? Je prends Oui, un peu d'avance. bien sûr. Désolée, donc Émilie Brognaud de l'OFB. Juste parce qu'effectivement, je confirme que les données, voilà, on sait qu'il y a des suivis qui sont réalisés très régulièrement par certaines fédérations de pêche, et notamment en Poitou-Charentes, où il y a des suivis sur des linéaires assez important pour vraiment observer et documenter les ASEC. Et également dans le projet enquête d'eau que je vais vous présenter après, il y avait eu, je sais pas dans tous les départements, mais dans un certain nombre de départements, les fédés de pêche ont été informés de ce dispositif, et on a aussi des pêcheurs via les fédés de pêche qui participent à ce dispositif. L'idée, c'est bien que finalement, toutes ces contributions, elles puissent servir et arriver, enfin qu'on ne soit pas dans des dispositifs qui soient concurrents, mais vraiment complémentaires, et que ça puisse servir le même objectif. Merci beaucoup pour le complément. Je pense qu'on ne va pas reprendre de questions à l'oral. Il y en a juste deux par écrit auxquelles on peut répondre. Est-ce qu'on doit signaler uniquement les ASEC ou est-ce qu'on peut prendre plusieurs photos espacées dans le temps pour voir l'évolution? Effectivement, vous pouvez prendre plusieurs photos d'un même cours d'eau. Si ce n'est pas très loin de chez vous, toutes les informations nous seront utiles. Donc, il n'y a pas besoin de signaler que les ASEC. D'ailleurs, on vous l'expliquera juste après. On cherche aussi les cours d'eau avec des écoulements faibles. La campagne s'appelle ASEC parce que c'est le nom d'une campagne pour que ça rentre dans les esprits, mais on ne se focalise pas que sur les ASEC. Deuxième question assez rapide qui peut apporter des bons compléments. Faut-il signaler tous les cours d'eau même si on ne les connaît pas habituellement? Certains sont naturellement et depuis longtemps à sec l'été, alors que d'autres deviennent actuellement à sec. Est-ce qu'il y a une différence de traitement dans les deux cas? Non, il n'y a pas vraiment de différence puisque ça reste un cours d'eau à sec et qu'il est intéressant de comptabiliser. Par contre, si vous savez que ce cours d'eau est à sec tous les ans, que vous le connaissez bien, à sec de mai à septembre, n'hésitez pas à nous le préciser. Comme ça, on pourra préciser également cette information dans l'enquête d'eau. Voilà. Mais en tout cas, tout cours d'eau à sec ou en état quantitatif insuffisant est à signaler. Enfin, vous pouvez le signaler. Voilà, maintenant, je vais passer la parole à Émilie Brognaud de l'OFB Nouvelle-Aquitaine qui va pouvoir diffuser son diaporama. Merci. Et peut-être pour dire, il y a des questions qui... Je vais tâcher de faire un petit peu de lien, en tout cas avec le dispositif enquête d'eau, puis on verra comment les deux sont complémentaires et se rejoignent. Ça peut répondre aussi à des questions qui se posaient. Alors, je vais tâcher de partager ça. Alors. Est-ce que c'est bon de votre côté? Vous voyez le diaporama? Très bien, oui, merci. Ok. Oui, donc rebonjour. Donc moi, je suis Émilie Brognaud, je travaille à l'OFB, à Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine, où je suis en charge du service connaissance. Donc dans chacune de nos régions, nous avons un service connaissance qui s'occupe notamment de réseaux de collecte de données. Donc ça peut être sur différentes questions de biodiversité, différents réseaux de suivi d'espèces, mais on a aussi des réseaux de suivi des milieux et notamment des milieux aquatiques.
Et on pilote de façon régionale, notamment un dispositif qui s'appelle ONDE, que je vais rapidement présenter, et qui est dans la même logique finalement que ces questions d'observation d'ASEC. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter un réseau qui a été mis en place, enfin un dispositif qui a été mis en place depuis 2016, qui est un dispositif national de sciences participatives pour le suivi des écoulements en cours d'eau, qui s'appelle Enquête d'eau, et qui est complètement, enfin, qui va dans la même direction que les objectifs du programme ASEC. Et donc, l'objectif de vous présenter ce dispositif, c'est de montrer comment la campagne ASEC et ce dispositif Enquête d'eau sont complémentaires et peuvent on peut réunir les données pour qu'elles soient plus utilisables et que le dispositif soit plus efficace. Alors, je vais pas revenir dans le détail, hein, ça a été présenté précédemment, cette question de l'enjeu, hein, de l'enjeu de l'eau et des sécheresses récurrentes à une échelle nationale et même supranationale. Hein. Là, on parle effectivement du territoire que l'on couvre, mais c'est bien au-delà de du territoire de France métropolitaine et en Outre-mer également. Donc, avec des épisodes de sécheresse qui se sont multipliés ces dernières années, et notamment l'année dernière, on a tous été témoins et vous avez tous eu de multiples illustrations, notamment dans les médias ou dans votre quotidien. Je reviens pas non plus dans le détail, mais effectivement, les impacts sur les milieux aquatiques, c'est un des objectifs que poursuit l'OFB, c'est d'arriver à déjà documenter ces possibles impacts et les impacts avérés, et aussi dans les mesures qui sont dans les actions que nos collègues qui travaillent en police de l'eau poursuivent, il y a évidemment de limiter au maximum ces impacts. Donc, on a les impacts liés aux ASEC en direct et à la mortalité de la faune et de la flore aquatique, mais bien avant les ASEC complets, on va avoir un certain nombre de phénomènes néfastes pour les milieux aquatiques, liés notamment à l'élévation de la température, liés à la baisse de la disponibilité en oxygène, donc qui sont directement liés au phénomène d'eutrophisation, au développement de phénomènes de bloom de cyanobactéries ou l'apparition d'espèces exotiques envahissantes. Donc là, quelques illustrations. Enfin, c'est tout un corpus d'effets qui vont vraiment faire un cocktail néfaste et sans point de retour dans certains cas sur certains bassins, certains cours d'eau. Avant de présenter le dispositif, je voulais juste revenir sur une petite illustration des notions de régime hydrologique et d'étiage. Juste parce que bon, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance, mais assez classiquement, on a en tête des régimes hydrologiques avec des périodes qu'on dit de hautes eaux. Donc assez classiquement, dans la plupart de nos cours d'eau continentaux, on est sur des hautes eaux plutôt en hiver quand les pluies sont abondantes, et des basses eaux, donc quand on est en fait en dessous de la moyenne des débits d'un cours d'eau, plutôt en période estivale. C'est le premier graphique que vous voyez en haut. Le graphique d'en bas vous montre qu'en fait, il faut déjà avoir en tête que certains cours d'eau fonctionnent pas avec ce régime qu'on dit pluvial, mais plutôt un régime nival. Donc, typiquement, on va être dans des cours d'eau plutôt de montagne, où les périodes où les débits sont importants vont plutôt être les périodes printanières et jusqu'au début de l'été, étant donné que les cours d'eau sont plutôt alimentés par la fonte des neiges. Donc, on voit là qu'on est déjà dans différents schémas, mais finalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a une diversité de régimes hydrologiques, que les débits vont naturellement varier au fur et à mesure de l'année et en fonction de la position géographique de nos cours d'eau, des éléments de climat. On a une variabilité naturelle de ces cours d'eau et de ces débits. Le souci aujourd'hui, c'est que ces variabilités naturelles sont largement impactées, que ce soit par le changement climatique ou par les usages et les pressions d'origine anthropique, les deux étant évidemment liés, et que ces régimes et leur variabilité naturelle se trouvent dégradés dans toujours le même sens, en fait, avec des étiages qui vont être de plus en plus importants, de plus en plus sévères, de plus en plus longs. Ça a déjà été dit, donc ils commencent plus tôt, ils se terminent plus tard. Et même dans le cas de régimes d'un régime nival comme celui qui est présenté, on va avoir un écrêtage finalement de ces débits importants quand on pense effectivement au déficit d'enneigement qu'il y a pu avoir cet hiver sur le massif pyrénéen. On va clairement avoir une modification ensuite des débits durant la période estivale.
Et puis concernant donc ça a été dit aussi, hein, mais clairement on le redit parce que c'est des choses importantes, c'est que les modélisations nous montrent qu'on va avoir une baisse très importante des débits dans les décennies à venir. Une amplification des phénomènes de sécheresse dont on parle là aujourd'hui, mais aussi des phénomènes de crue en hiver, on va avoir des phénomènes extrêmes plus importants. Et puis, à noter que pour les questions des pressions d'origine anthropique, les usages sont divers, hein, et peuvent tous avoir une pression sur la ressource en eau, mais il se trouve que certains usages sont concomitants avec les périodes d'étiage, comme les besoins en irrigation, d'où l'impact particulièrement important de ces pressions. Alors, sans trop creuser les questions réglementaires, quand même, vous dire que régulièrement, la réglementation évolue et souvent, à la suite d'épisodes de sécheresse et de canicules importants, c'est souvent ce qui déclenche des mises à jour, des audits et des mises à jour de la réglementation. Et que suite à la sécheresse de 2019, on a eu deux documents qui cadrent et qui ont pour objectif d'améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau, donc un décret gestion quantitative, et également un guide sécheresse qui lui est adossé, qui a pour objectif de clarifier et d'harmoniser les pratiques en termes d'organisation de la gestion de crise. Comme ça a été dit précédemment, vous avez donc des arrêtés cadres sécheresse qui, comme son nom l'indique, qui cadrent effectivement la gestion et les restrictions d'usage à tenir, mais on avait des dispositifs qui pouvaient être très hétérogènes d'un bassin à l'autre, d'un département à l'autre. Donc, il y a vraiment eu une volonté d'harmoniser ces dispositifs pour être le plus cohérent possible d'un des territoires à l'autre et pouvoir réfléchir à des échelles de bassin et plus seulement à des échelles départementales un peu trop restrictives. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, dans une annexe de ce guide technique, différents dispositifs pouvant documenter l'état de la sécheresse et donc du coup les décisions à tenir, ces différents dispositifs sont cités. Donc on y retrouve l'Observatoire national des étiages qui est porté par l'OFB, mais également des dispositifs de sciences participatives y sont cités. On retrouve Enquête d'eau qui est cité dans ce guide. Et puis évidemment, on n'est pas les seuls à produire de la donnée, hein. On retrouve tous les autres dispositifs qui sont complémentaires, que ce soit les données Météo France, les débits de la banque hydro, des stations hydro gérées par l'EDREAL, les débits des nappes, les états des nappes souterraines, l'état des retenues ou des prélèvements. Très rapidement, en juste 2-3 diapos, vous dire que donc l'OFB pilote le réseau ONDE, qui s'appuie sur plus de 3000 stations à l'échelle nationale, donc on en a plus de 700 en Nouvelle-Aquitaine. C'est vraiment un dispositif qui se veut pérenne, stable et qui permet de remonter des données à pas de temps régulier et qui permet d'avoir une analyse sur plusieurs années et donc les premières observations de ce réseau ONDE remontent à 2012 et juste par exemple une illustration. Voilà le type de cartes qu'on peut arriver à produire sur une dizaine d'années. Donc là, ce sont des cartes qui vous montrent l'intensité des ASEC, la part des ASEC en fait dans ces différents départements. Avec donc plus on est dans les bleus, plus on n'a pas d'ASEC, et plus on arrive dans les rouges, plus le taux d'ASEC est important. Donc vous voyez ce que vous savez malheureusement déjà, c'est que plus on avance dans le temps, plus la carte devient rouge et même rouge foncé, excepté l'année 2021 qui est un petit peu une exception dans ces dernières années. Mais voilà, pour vous donner aussi un exemple de résultat d'observation des écoulements, avec un dispositif qui là est un dispositif pérenne, mais qui en même temps est très loin d'être exhaustif. On n'a pas la possibilité de couvrir tous les cours d'eau. On est à un minimum de 30 stations par département, et jusqu'à une centaine de stations dans certains départements, c'est un petit peu exceptionnel, mais on est très loin de couvrir tous les cours d'eau via ce dispositif. En tout cas, l'objectif, c'est que ce dispositif, il permette quand même d'alimenter différentes instances qui vont décider de la gestion quantitative de la ressource en eau. Alors, au niveau national, vous avez un comité qui s'appelle le comité d'anticipation de suivi hydrologique. On va retrouver ces mêmes sources de données dont je parlais, Météo France, les données de Réal, BRGM, etc., et de l'OFB, où la situation nationale est brossée très régulièrement, tous les mois à peu près, pour avoir une vision sur ce qui se passe à l'échelle nationale, qui est complétée par des documents qui s'appellent des bulletins de situation hydrologique. Donc ces bulletins, ils sont produits à l'échelle nationale, mais on en trouve aussi à l'échelle de chaque grand bassin
hydrographiques. Et puis, Jules l'a dit juste avant aussi, donc des comités ressources en eau à l'échelle départementale et également des réflexions à des échelles interdépartementales pour couvrir des bassins entiers. Et donc, ce sont aussi dans ces comités ressources en eau que ces données vont être présentées. Alors maintenant, aujourd'hui, enquête d'eau. Donc, pourquoi ce dispositif enquête d'eau et qu'est-ce qu'on en attend? Donc, l'idée, c'est d'arriver à renforcer l'observation des écoulements des rivières par un projet de sciences participatives. Comme je le disais juste avant, nos observations via le réseau ONDE sont certes stables dans un dispositif qui est pérenne, mais on ne peut pas être exhaustif. Et ce dispositif ONDE nous permet à la fois d'apporter une meilleure connaissance du fonctionnement des cours d'eau et également d'apporter un éclairage lors de la décision de prise d'arrêté de restriction d'usage. Pour mieux éclairer ces décisions et pour avoir une meilleure connaissance du fonctionnement de ces cours d'eau, en 2016, il a été proposé de lancer un dispositif de sciences participatives ouvert à tous et permettant à chaque citoyen de signaler l'état du cours d'eau à côté de chez lui. Donc, on verra un petit peu la différence, c'est que nous, on couvre plutôt toute l'année, y compris les périodes de débordement des cours d'eau, mais évidemment, au vu du contexte actuel, la question des ASEC est particulièrement prégnante. Donc, l'idée, c'est d'arriver aussi à créer et à animer une communauté d'observateurs. Donc, on essaie de présenter ce dispositif dès qu'on le peut, alors que ce soit auprès de professionnels du domaine, mais aussi auprès du grand public. De mettre à disposition des outils de saisie. Donc, on le verra, hein, il y a une adresse unique pour enquête d'eau pour vous permettre de saisir des observations, ou en tout cas, ce dispositif sera alimenté via la campagne ASEC qui est en cours de lancement. Et puis, vous pouvez trouver, si ça vous intéresse, de regarder un peu plus dans le détail sur le site Enquête d'eau, des documents qui permettent d'apporter plus d'informations sur le projet, et puis des cartographies, étant donné que donc, derrière ce projet Enquête d'eau, on a une base de données pluriannuelle qui permet de conserver la mémoire de toutes ces observations. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Déjà, où est-ce qu'on peut aller faire des observations pour enquête d'eau? Donc, ce dispositif, le but, c'est vraiment que vous puissiez, qu'on puisse aller où on veut, sur n'importe quel cours d'eau, même si on essaie de conseiller quelques orientations pour que ces données soient plus utiles. Notamment, on en reparlera et ça rejoint des questions qui étaient déjà dans le chat, c'est de dire si on peut arriver à privilégier des observations régulières aux mêmes endroits, c'est particulièrement intéressant pour les suivis parce que ça nous permet notamment de mettre en visibilité des périodes de bascule d'un cours d'eau où vraiment on passe en ASEC. Donc, si on avait un peu quelques écoulements encore visibles ou pas d'écoulements puis qu'on bascule en ASEC, c'est quelque chose qui est intéressant à voir. Et même d'une année sur l'autre, voir si c'est un cours d'eau qui est en ASEC tous les ans ou peut-être il y a des années où ça coule. Donc, revenir sur des points régulièrement, c'est vraiment quelque chose d'important et de bien plus valorisable qu'une observation ponctuelle à un seul endroit, une seule fois. Mais encore une fois, le but, c'est d'avoir aussi les données. Donc, ce sont des orientations, mais après, chacun fait comme il peut avec ses moyens. Voilà, donc ça permet de choisir des secteurs et des types de cours d'eau qui peuvent nécessiter des recueils de données complémentaires parce que, je vous le redirai, mais l'idée, c'est qu'en fait, comme on a déjà un certain nombre de dispositifs, et notamment ONDE, qui fait des suivis visuels des écoulements, si les suivis peuvent être complémentaires et ne pas se retrouver exactement sur le même point, c'est quand même préférable, hein, autant que l'énergie de tout le monde soit la plus efficace possible. Et puis, ça peut permettre de répondre à des besoins d'un observateur. Hein, chacun peut avoir aussi ça permet aussi, si vous avez un cours d'eau en bas de chez vous, d'aller le surveiller régulièrement et puis de bancariser cette information-là et de pouvoir revenir dessus si besoin. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Donc là, je vais vous présenter le dispositif enquête d'eau et signaler d'éventuelles petites différences avec ce qu'il y a dans la campagne ASEC. Donc la principale différence, c'est celle-ci, c'est qu'en fait, dans enquête d'eau, on peut signaler 5 modalités d'observation qui vont, parce qu'on peut observer tout au long de l'année, donc on peut observer également des débordements en hiver. Si on a un excès d'eau et que le cours d'eau est en crue, c'est quelque chose qu'on peut signaler dans enquête d'eau. Un état qui, on va dire, est l'état le moyen, le plus normal
classiquement, c'est ce qu'on va appeler écoulement visible, c'est-à-dire on a de la présence d'eau et on a un écoulement qui est visible et soutenu. Donc, on va dire on est dans un état à peu près normal du cours d'eau. Ensuite, on va avoir une autre observation qui est une modalité qu'on appelle écoulement visible faible. On voit un écoulement, si jamais on peut aussi jeter une feuille sur le cours d'eau, voir que la feuille est emportée, on a encore un écoulement, on voit la direction du cours d'eau, même si le lit est en partie asséché, les écoulements sont encore là. Donc ça, c'est propre à Enquête d'eau, mais effectivement, c'est la différence avec la campagne ASEC qui se concentre plutôt sur les deux modalités suivantes, qui sont les écoulements non visibles. Donc là, on a de la présence d'eau, mais par contre, on ne voit plus d'écoulement. Donc, on va dire on est encore à au moins 50% du lit qui est en eau, mais comme ce lit, ce lit en eau, on a des interruptions régulières avec des zones qui sont plus asséchées, on ne note plus réellement d'écoulement et on est et voilà, c'est pour ça qu'on note cette modalité écoulement non visible. Et la dernière modalité, c'est la sec. Donc, effectivement, là, la photo que vous avez présente, on ne voit plus de présence d'eau. On peut avoir quelques flaques. Si on est vraiment très inférieur à 50% du lit en eau, on peut encore noter ça en ASEC. Effectivement, la différence entre les deux peut parfois questionner, mais clairement, ASEC, on a vraiment plus que quelques flaques d'eau. Vous signalez que l'enquête d'eau permet d'enregistrer quelques informations optionnelles, notamment sur la météo. Ça nous semblait important parce que les conditions hydrologiques, enfin la météo peut, si on a des événements hydrologiques, des événements météo, pardon, un peu notables, des orages un peu brusques, on peut avoir une évolution rapide des écoulements et des conditions hydrologiques. Donc, avoir cette information en complément pouvait être intéressant. Ça peut aider à interpréter les données, mais ce n'est pas une observation obligatoire. Je passe aussi sur quelque chose là qui s'éloigne un petit peu de notre sujet aujourd'hui, qui était au démarrage sur Enquête d'eau, on proposait aussi de noter la présence d'espèces exotiques envahissantes, d'espèces de flore. C'était l'occasion de recueillir quelques données complémentaires, mais là aussi c'est optionnel et puis on s'éloigne un petit peu du sujet de la campagne ASEC également. Voilà, là c'est juste pour vous afficher qu'on a un certain nombre de supports qui sont disponibles sur le site Enquête d'eau si vous voulez avoir plus d'informations sur la façon dont ça fonctionne, ou si vous souhaitez aussi relayer de l'information, on peut vous faire passer ces plaquettes et ces supports. Concrètement, pour aller saisir ces données, donc encore une fois, hein, on parle bien de la campagne ASEC, mais si vous souhaitez faire des observations tout au long de l'année, il est possible aussi d'aller directement sur l'application, une seule adresse, enquêted'eau.ofrance.fr, avec un accès optimisé, que ce soit à partir d'un ordinateur ou à partir d'un smartphone. Donc, des saisies qui sont très rapides, avec une géolocalisation, et puis la possibilité, en quelques clics, de saisir une observation. Et puis de consulter, bien évidemment, après toutes les opérations qui ont été saisies. Quelques conseils méthodologiques, là, pour que ces observations soient plus efficaces. Donc, encore une fois, hein, l'idée, c'est vraiment, on est sur un projet de sciences participatives. Les participants sont libres de choisir les points de suivi et leur fréquence de passage. Mais ce qu'on peut conseiller, c'est qu'effectivement, essayer d'être complémentaire, notamment du dispositif Onde. Donc là, je vous invite à aller voir sur le site de Onde où sont positionnées les stations. Si vous avez un doute et que vous voulez vraiment essayer d'être complémentaire par rapport au dispositif existant, vous pouvez aller voir où sont les stations actuelles pour ne pas être sur un même point. On conseille aussi d'éviter sur des cas particuliers, c'est-à-dire vraiment si on est sur un secteur qui serait pas représentatif du tout du cours d'eau. Alors, on vous demande pas d'avoir une connaissance exhaustive de tout le cours d'eau, mais l'idée c'est de se dire, c'est si on a un point qui est, alors là, on cite le cas d'un secteur karstique avec une perte de l'écoulement très très localisé. Voilà, ça peut donner une information qui est un peu biaisée, donc d'éviter vraiment les cas particuliers. Également, le fait de pouvoir avoir sur certains points fixes, que je disais juste avant de démarrer la présentation, des observations régulières ou en tout cas récurrentes sur un même point, ça nous apporte une information qui est plus exploitable. Et puis avoir en tête que ces données, ce sont vraiment c'est chaque observateur qui en est le producteur. L'OFB ne va pas les valider
ne validera pas ces données-là. On ne calculera pas forcément d'indicateurs comme on le fait sur le réseau onde, mais pour autant, les données sont consultables et sont tout à fait acceptables. Et puis, quelques petits conseils supplémentaires. Ce qu'on conseille en général pour faire des observations, et là, ça peut être complètement utile aussi dans le cadre de la campagne ASEC, c'est de se dire, on essaye d'être sur un tronçon de cours d'eau qui fasse au moins 50 mètres de long. C'est-à-dire on peut se poser la question parfois, c'est-à-dire, je vois une flaque là, donc est-ce que du coup, mon cours d'eau, il est simplement en rupture des poumons en ASEC? On se dit, il faut regarder un petit peu de façon un peu plus large. On regarde un peu en aval, un peu en amont. On est sur au moins 50 mètres de long pour avoir quelque chose de plus représentatif. Aussi d'être un endroit où c'est facile d'observer, où l'observation est assez facile à mettre en œuvre et rapide à mettre en œuvre pour pas trop se contraindre, sinon clairement ensuite on peut avoir un peu des difficultés à renouveler ces observations dans le temps. À des endroits où c'est la même question, hein, c'est des questions d'accès, des questions de pérennité, de suivi. Et puis de s'assurer au préalable que la station qu'on a suivie n'est pas directement influencée, soit par un rejet ou par des dispositifs qui retiennent l'eau. Bon, typiquement, si vous avez un seuil qui va retenir l'eau, le fait qu'il y ait de l'eau au-dessus du seuil, ça va pas être très représentatif. Donc, c'est de se mettre à distance de ces dispositifs-là. Donc voilà, donc quelques petits conseils méthodologiques sur ces suivis enquête d'eau. Et puis, juste pour terminer, quelques résultats issus du site enquête d'eau. Donc là, c'est une observation qui date d'aujourd'hui, donc c'est tout récent. Vous voyez qu'aujourd'hui, depuis 2016, on a à peu près, on a près de 20 000 observations déjà réalisées. Là, on a des pourcentages de ces observations par région. On a des disparités qui s'expliquent finalement par des niveaux d'animation ou la façon dont les partenaires et le grand public ont pu s'emparer de ce dispositif. Donc, la Bourgogne-Franche-Comté est très visible sur cette carte parce qu'il y a eu un effort particulier de communication et d'animation du dispositif dans cette région. Mais voilà, on ne doute pas qu'avec les échanges qu'on a aujourd'hui, on pourra continuer d'alimenter les données dans d'autres régions. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus un détail, un bilan qui avait été fait toute fin 2022. Le graphique avec les histogrammes bleus, alors on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais en fait, ce sont les années de mise en service du dispositif enquête d'eau. Donc, de 2017 à 2022, on voit qu'on a une montée en puissance du dispositif avec de plus en plus d'observations, le 6 correspondant à 2022. Donc voilà, avec une répartition. Et ce qui est aussi assez logique, c'est que on est quand même avec une part importante des observations qui sont sur des observations quand on a des difficultés, c'est-à-dire soit en écoulement visible faible, en écoulement non visible ou en ASEC. Voilà, on a mis en ligne aussi un bilan sur ces premières années qui a été produit en 2022 et avec quelques graphiques bilan que vous pouvez consulter aussi sur le site enquête d'eau. Voilà, pour finir, juste vous rappeler donc l'intérêt de ces données enquête d'eau en termes de complémentarité avec les dispositifs existants. Donc, on considère bien que ces données peuvent être très utiles en complément des observations de ondes parce qu'elles peuvent, de façon en période de gestion de crise, nous permettre d'alerter nos services territoriaux qui sont présents dans les comités ressources en eau et qui peuvent avoir une information, une visibilité plus complète sur l'état de leur département. Et pas et au-delà de la trentaine de stations qui sont régulièrement renseignées de leur côté, donc de façon à être plus réactif. Et puis c'est intéressant aussi parce que ça nous permet en termes de connaissances d'acquérir plus d'informations sur le fonctionnement de nos cours d'eau. Et vous dire aussi que avec la sécheresse de 2022, de nombreux dispositifs se sont mis en route ou ont été consolidés. On a des dispositifs de recherche. Vous avez peut-être entendu parler de Dry River, qui est aussi qui est piloté par l'INRAE à l'échelle européenne. On communique avec ces établissements de recherche, on échange les données. Le but vraiment, c'est que tous ces dispositifs, encore une fois, soient complémentaires et qu'on puisse partager cette donnée, qu'elle soit utile à un maximum d'opérateurs pour que ça serve à mieux protéger nos cours d'eau et à mieux gérer les périodes de sécheresse. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu longue, mais en tout cas, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas, c'est difficile d'être exhaustif. Excusez-moi. Oui. Oui, bonjour.
bonjour, je m'excuse, je suis arrivé en retard. C'est pas grave. J'étais en prospection et puis je ne savais pas qu'il fallait s'inscrire aussi. Non, c'est pas grave. Je vous en prie, monsieur. Vous Donc, c'est pour prenez ça. le. On est en train de passer aux questions. Je vais donner la Mais c'est parole bon. à ceux qui ont des questions. Ah oui, ben justement, j'ai une question. Est-ce qu'on pourrait avoir le topo le compte rendu, en fait? Oui, oui, oui. Il y aura un envoi du lien du webinaire qui est enregistré et Ouais, des slides qui vous seront envoyés. Bon, mais c'est bien, c'est ce que je voulais. Très bien, Les, merci. les 5 grandes lignes que je n'ai pas le temps de noter, quoi. Très bien. Ben, on va continuer le webinaire. On vous enverra les liens, monsieur. Hein. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait des questions dans le chat, je vais les lire. Moi, quelle est la meilleure source pour être sûr d'identifier le bon cours d'eau? Site internet, logiciel carte, j'imagine que c'est pour retrouver le nom du cours d'eau. Oui, alors effectivement, ça peut parfois être problématique sur notamment des tout petits cours d'eau. Donc, vous avez différents outils. Peut-être ce qui peut être le plus simple, c'est que le géoportail, qui est quand même assez complet, vous pouvez retrouver pas mal d'informations. De toute façon, on sait que sur des tout petits cours d'eau, on peut avoir je vais y arriver, en tout cas des noms de cours d'eau qui peuvent différer d'une carte à l'autre. C'est pour ça aussi que dans nos dispositifs, que ce soit à la campagne ASEC ou dans Enquête d'eau, le positionnement de l'observation, les coordonnées sont importantes pour qu'on puisse effectivement revenir sur l'observation si nécessaire. Merci. J'ajoute aussi qu'en faisant un signalement sur l'application Sentinelle de la nature, si vous captez le signal GPS, vous êtes positionné automatiquement. Donc, ça permet d'identifier le cours d'eau à coup sûr aussi. Il y avait une autre question. Où est-ce qu'on peut voir la carte des stations de surveillance? J'imagine que c'est la carte des stations ondes. Oui, alors vous avez un site public ondes. Alors c'est vrai que je n'ai peut-être pas remis l'adresse dans la présentation, je vais la rajouter. Comme ça, vous pourrez aller voir. Vous avez accès à une carte France entière. Vous pouvez aller regarder les résultats d'un département en particulier, zoomer sur la carte et en cliquant sur les points, vous avez le nom du cours d'eau et de la commune. Vous voyez déjà où est positionné le point et vous avez le nom du cours d'eau, le nom de la commune. Donc, vous savez où est fait l'observation. Okay, merci. Donc, il y avait une dernière question. Est-ce qu'il est possible d'afficher sur la carte les observations par année? La carte avait déjà été affichée, je crois, les observations ondes ou les observations à sec. En tout cas, on a déjà vu la carte. Je ne sais pas si c'est pertinent de revenir dessus. Peut-être les questions à l'oral. Oui, alors que ce soit sur le portail ondes ou sur le site Enquête d'eau, on peut faire des tris sur ondes, c'est les campagnes, parce qu'en fait, on est sur des campagnes bien précises, donc on peut sélectionner les campagnes. Et sur Enquête d'eau, vous pouvez signaler des critères de date pour sélectionner qu'une partie des observations. Ok, s'il y a des questions à l'oral. Est-ce que pour vous, ce serait intéressant d'observer des sources, enfin des sorties? Bon, j'avais par exemple observé des sources de la Cèdre niortaise qui avaient le même niveau en janvier et en juillet en 2021, je crois. Bon, quand il y a des sources, c'est facilement, enfin, c'est quand même le départ des rues. Et ça peut être Est-ce que pour vous, c'est intéressant d'observer ça? Oui, tout à fait. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'effectivement, le dispositif onde, et ça peut être aussi la logique d'enquête d'eau d'ASEC, mais là, c'est encore une fois, chaque opérateur peut se positionner où il souhaite. C'est que dans les dispositifs qu'on a mis en place, nous, on souhaitait vraiment se positionner sur les têtes de bassin, en considérant que on avait une information précoce quand les têtes de bassin, quand on commence à avoir des ASEC sur les têtes de bassin. Donc, effectivement, les sources, si on a des résurgences des sources et qu'on les voit se tarir, c'est effectivement une information qui est très importante et on est vraiment là au démarrage du cours d'eau. Donc oui, les sources font aussi partie des secteurs à observer. Merci. Il y avait une autre question à l'oral. N'hésitez pas à la poser. Inès, tu veux prendre la parole?
Oui, moi je voulais poser une question. Qu'est-ce qui se passe quand un cours d'eau traverse une propriété privée? Et voilà, un cours d'eau qui est à sec. Comment se passe le signalement? Je ne suis pas sûre de comprendre. Enfin, est-ce que c'est la difficulté pour signaler, si vous souhaitez signaler cet ASEC-là alors qu'il est dans une propriété Comment privée? signaler un cours d'eau qui est à sec et qui traverse des propriétés privées, quoi? Est-ce On qu'on a, a le droit de le faire? Comment ça se passe, quoi, en fait? Alors, clairement, là, on ne parle pas de pénétrer sur la propriété privée, hein, on est d'accord. Maintenant, l'observation, on n'a pas de restriction particulière liée à cette question-là, parce qu'effectivement, sinon, ça nous demanderait aussi de trier. On peut très bien vous pouvez faire une observation sur votre propre propriété et on ne va pas bancariser, savoir qui est le propriétaire de la parcelle où l'observation a été faite. Donc aujourd'hui, c'est clairement pas quelque chose qui nous a posé problème. Et si vous avez une observation et que effectivement ce terrain appartient à quelqu'un d'autre, l'observation est quand même possible, pourvu qu'il n'y ait pas on n'incite pas à aller pénétrer sur les propriétés privées. Je suis bien d'accord. C'est juste. Voilà, mais juste pour précision, je rappelle qu'il est légalement possible de pénétrer sur les propriétés privées non closes et dont les personnes n'ont pas manifesté l'intention d'en interdire l'accès en mettant notamment des panneaux accès interdit. Ça reste autorisé. Vous ne pouvez pas être poursuivi pour violation de propriété privée si la propriété privée est non close, je le rappelle, et si la volonté de se clore n'est pas manifestée par un panneau. Voilà. Il y a une question, si on décide de... Ah oui, vas-y, excusez-moi. Ginès, je te laisse prendre la parole. Oui. Alors, il y a une question un peu de comparaison entre les deux dispositifs. L'autre, elle est beaucoup plus technique. Je vais poser la première, qui est à sec et enquête d'eau. Pourquoi n'a-t-on pas pris à sec prend un seul critère, ça coule pas. Et enquête d'eau, je crois que c'est 5 critères. Alors peut-être c'est un peu plus difficile, mais dès lors que l'on fait l'observation, c'est un petit peu. Enfin voilà, pourquoi n'a-t-on pas fait coïncider ces deux dispositifs? Si on est dans une science participative, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on a de données cumulées, plus on aura des données résilientes, sûres. Or là, il n'y aura pas forcément un recoupement, je dirais, de certaines données, quoi. Après, l'autre question, mais bon, je pourrais ne pas répondre et apporter une réponse, je dirais, en dehors du webinaire, c'est la question de la représentativité des observations qui sont faites. Je vais donner un exemple. J'ai un petit ruisseau à côté de chez moi et je vais l'observer. Et donc, j'alimente la banque de données. Et puis, de temps en temps, il y en a quelqu'un d'autre qui, lui, va observer une rivière. Bon, en l'occurrence, je ne sais pas, le Chassezac, l'Ardèche. Vous avez compris, je suis de l'Ardèche. Donc, ces rivières-là, quand elles sont à sec, la représentativité de leur renseignement n'est pas, la valeur du renseignement n'est pas le même. Donc, comment on arrive ensuite à faire un petit peu ce traitement? Et je me disais innocemment, ne faut-il pas privilégier à dire à tel observateur, essaye de faire des observations, 1, 2 ou 3 ou 4, autant que tu en veux, mais toujours au même point. Parce qu'on ne couvrira pas, on n'aura pas suffisamment de statistiques pour faire des relevés au hasard. Bon, voilà. La deuxième question, vous pouvez la laisser et méditer un peu plus tard. Merci pour cette question, ouais, c'est très intéressant. Peut-être qu'on ne l'a pas assez dit, parce que j'ai vu une question qui allait un petit peu dans le même sens. Les données que vous produirez dans le cadre de la campagne ASEC, en faisant un signalement sur Sentinelle de la Nature, elles sont transférées ensuite vers Enquête d'eau par les bénévoles. L'idée, c'est bien que FNE, avec son réseau, avec sa capacité à mobiliser, sa capacité à avoir une voix dans les médias, va parler de cette campagne ASEC, et qu'ensuite, toutes les observations et toutes les données qui auront été recueillies seront retransférées à l'OFB qui se charge de compiler
c'est 20 000 signalements. Émilie vous l'a montré tout à l'heure. Donc, vraiment, participer à ASEC, c'est aussi participer à Enquête d'eau indirectement. Le truc, c'est juste qu'on va faire une campagne, nous, sur la période qui va du 20 juin au 31 août. Donc, c'est un moment où on va mobiliser l'opinion publique avec la voix de FNE. Ensuite, sur la deuxième question, sur la valeur des renseignements, peut-être, Émilie, je te laisse compléter, mais quand on signale à quel endroit on fait le signalement, on indique déjà si c'est un ruisseau ou un fleuve ou une rivière. Donc, je ne pense pas que ce soit des choses qui soient trop embêtantes. Je te laisse compléter. Oui, alors peut-être, et juste en complément sur le premier point, effectivement, tu le disais, les dispositifs, il est bien prévu de verser donc les données dans Enquête d'eau, et il est bien aussi prévu d'utiliser, en tout cas pour les deux modalités les plus sévères liées, donc les ASEC et la rupture d'écoulement, ce sont bien les mêmes modalités utilisées dans Enquête d'eau et les mêmes modalités dans ONDE. Donc c'est vraiment l'idée justement d'avoir un dispositif avec des modalités comparables. Alors certes, l'objectif de ASEC, c'est pas de s'intéresser par exemple aux périodes de crue et de débordement, mais disons, peu importe, ça rapporte déjà de la donnée sur la phase d'ASEC et d'étiage la plus sévère. Donc, c'est déjà de toute façon compatible avec les modalités qui sont choisies pour les autres dispositifs. Donc, c'était important. Et c'est bien le cas. Et puis, pour la deuxième question, alors moi, je trouve que c'est une question très, très pertinente et très intéressante. Pour vous dire qu'en tout cas, sur ONDE, il y a eu un très gros travail au démarrage pour que le choix de la trentaine de stations ou plus dans un département soit le plus représentatif de la situation du département. Ça nous est même arrivé, alors on essaie de pas trop le faire pour que notre dispositif soit fiable, mais ça nous est et puis stable et pérenne dans le temps, mais ça nous est arrivé de revoir un peu ce réseau-là parce qu'il nous semblait que ça donnait une image un peu faussée de la situation du département. On souhaitait avoir des cours d'eau qui n'étaient jamais en ASEC, des cours d'eau qui étaient régulièrement. Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on voit au bout de 12 ans que des cours d'eau qu'on avait choisis pour être jamais en ASEC commencent à l'être maintenant. Donc, j'allais dire, pour ONDE, on a quelque chose assez stable avec un gros travail qui a été fait sur la représentativité. Et ça, nos agents maîtrisent bien ce réseau-là. Et ensuite, on a le réseau les données issues des sciences participatives. Et là, à partir pour des agents qui connaissent le secteur ou pour des chercheurs qui analyseraient ces données de façon plus globale, on va avoir une complémentarité des deux. Donc, c'est là quand même les petites précisions que je vous apportais. Donc, se dire quand même, on ne se met pas dans des situations où on aurait une portion de cours d'eau très, très exceptionnelle et qui fausserait un peu la représentativité du cours d'eau. Et effectivement, ce que je disais aussi, l'intérêt, si vous pouvez, revenir régulièrement sur la même station, parce que là, effectivement, dans le temps, on aura une information, on aura une plus-value vraiment plus notable. Merci. Je vais répondre à la dernière question dans le chat et puis il me semble qu'on n'a pas fini le webinaire, il nous reste le tuto. Donc voilà, on va clôturer les questions. Merci Émilie pour les compléments. Et donc pour répondre à Chabani dans le chat, en effet, nous, notre campagne, elle est spécialisée sur les ASEC. Mais si vous souhaitez faire des relevés, des observations régulières sur un même cours d'eau et revenir régulièrement, vous pouvez directement utiliser Enquête d'eau. La seule chose qui serait bien de préciser quand vous vous inscrivez sur Enquête d'eau, c'est de préciser si vous avez si vous appartenez à une des fédérations de FNE, parce que nous, ça peut nous permettre aussi de voir notre capacité à mobiliser. Si vous précisez directement sur Enquête d'eau les relevés que vous faites en précisant la fédération à laquelle vous êtes adhérente ou non, si vous ne l'êtes pas, mais voilà. Donc, voilà pour répondre à la dernière question. Et puis, je vais inviter Jules à nous faire rapidement son petit tuto pour vous montrer comment ça marche sur ASEC. Ça ne va pas durer longtemps puisque ça marche très bien et c'est très facile. Moi, j'avais coupé mon micro. Donc, pour signaler un cours d'eau dans la campagne ASEC, c'est très simple. Pour localiser l'écoulement le plus précisément possible, donc soit vous le faites sur le terrain directement, et si vous captez le signal GPS, la localisation se fait automatiquement depuis l'application. Sinon, il faut retrouver l'endroit où vous étiez depuis la plateforme Sentinelle, depuis les images satellites. Il faut ensuite décrire
le cours d'eau en indiquant son nom, en indiquant aussi l'heure de l'observation à peu près, et en qualifiant son état. Donc, on les a vus, la campagne elle porte sur les écoulements non visibles et sur les ASEC. Pour vous aider, il y a un petit tuto qui est juste là. Hop. Voilà. Il est accessible quand vous faites un signalement, hein, bien sûr. Donc, on vous repose les 3 questions. Quel est le nom du cours d'eau, l'heure de l'observation, l'état d'écoulement avec les 2 états qui nous intéressent, l'état à sec et l'écoulement non visible. Il est aussi nécessaire, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment conseillé. Et d'ailleurs, si je crois que cette année, on l'a rendu obligatoire, de joindre une photo de l'observation pour pouvoir montrer ces photos lors des commissions, lors des comités ressources en eau, pour qu'elles soient utilisées pour mobiliser l'opinion publique. Et cette photo, il faut qu'elle fasse moins de 5 MO, donc qu'elle ne soit pas trop lourde, sinon on va surcharger la plateforme Sentinelle et ça ne marchera pas. Voilà. Et donc ensuite, ajouter une photo. Émilie vous l'a dit, c'est bien d'avoir une photo, d'avoir un signalement sur un cours d'eau qui fait au moins 50 mètres. Vous pouvez montrer ça en prenant une photo. L'idéal de ce qui est ressorti de l'expérience de l'année dernière, c'est d'avoir une photo prise depuis le milieu d'un pont où on voit vraiment le cours d'eau dans sa longueur et on voit l'étendue de la SEC. Donc, comment ça se passe pour faire un signalement? Sur l'application, je ne vais pas pouvoir vous montrer malheureusement, mais c'est vraiment très simple. Il suffit de télécharger l'application Sentinelle de la nature, qui est gratuite, et je vais vous montrer depuis le site Internet. Donc voilà le site Internet Sentinelle de la nature. Ça se présente comme ça. Vous pouvez aller dans l'onglet campagne. Ça, c'est pour signaler les dégradations classiques pour ceux et celles qui utilisent déjà le site. Dans l'onglet campagne, vous avez toutes les campagnes actives, il y en a différentes. Celle qui nous intéresse, c'est la campagne à sec. Il suffit de cliquer dessus. Vous avez tout un petit texte d'explication, c'est toutes les petites anti-sèches, hein. On vous redit, on vous réécrit ce que vous venez d'apprendre dans ce webinaire, avec le tuto que vous pouvez retrouver en cliquant ici. Et ensuite, pour participer, il suffit de cliquer sur « Signaler une dégradation », de vous connecter, soit vous avez déjà un compte, auquel cas vous connectez tout de suite, sinon vous vous inscrivez en créant votre compte Sentinelle. Donc c'est très très simple, ça va très vite, il faut juste un mail, un mot de passe et ensuite vous nous indiquez quelques informations. Si vous souhaitez rester purement anonyme, vous pouvez mettre des pseudos et un téléphone, c'est facultatif, mais ça nous permet de vous recontacter. Donc voilà, il suffit ensuite de cocher et d'accepter la politique de confidentialité. Ça va très vite et c'est très simple. Donc moi, je vais utiliser mon compte. Hop. Donc une fois que vous êtes connecté, il suffit de retrouver votre cours d'eau. Donc par exemple, si vous savez sur quelle commune vous étiez, vous pouvez taper le nom d'une commune. Donc par exemple, moi, je vais aller sur Boivre-la-Vallée dans la Vienne. Et signaler un cours d'eau à sec. Je vous conseille d'utiliser le plan, c'est plus facile pour retrouver le cours d'eau en question, là où vous étiez. Hop, et donc je retrouve à peu près où j'étais, le mieux c'est d'être précis, hein. Ensuite, vous cliquez. Si vous souhaitez préciser des informations sur le lieu, n'hésitez pas, ici c'est un espace de discussion libre. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc là, mon marqueur est passé à Boivre-la-Vallée, sur la Boivre. Les coordonnées GPS sont calculées automatiquement et je continue mon signalement en passant à l'étape suivante. Pour rappel, ça se fait automatiquement depuis l'application si vous captez le signal GPS. Ensuite, il suffit de qualifier donc, vos observations, de nous préciser le nom du cours d'eau, l'heure d'observation et l'état d'écoulement, qui sont les 3 informations essentielles. On cherche donc des écoulements à sec non visibles. On a rajouté visible mais faible, mais faut vraiment se concentrer sur à sec et non visible. Vous pouvez signaler des cours d'eau à sec qui datent d'il y a plusieurs jours. L'important, c'est de mettre la bonne date. Il n'y a pas de souci si ça date déjà d'il y a quelques jours. Donc là, je vais noter la Boivre.
On va dire que je l'ai vu à 9h10 en allant faire mon footing le matin et que l'état d'écoulement était non visible. Voilà. Là, j'ai toutes les informations. Ici, c'est pas la peine de cliquer, c'est coché par défaut. Je passe à l'étape suivante. Troisième étape sur 4, c'est l'ajout d'une photo. Pour ajouter la photo, il suffit de cliquer sur le petit document ici. Ça vous ouvre votre explorateur de fichiers. Vous récupérez la photo comme vous pouvez. Hein. Vous pouvez vous l'envoyer vous-même depuis votre téléphone ou votre appareil photo par mail pour la récupérer sur votre ordinateur. Donc je vais prendre n'importe quelle photo de cours d'eau à sec. Je l'ajoute. Il ne faut juste pas qu'il soit trop gros. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 5 MO. Ici, c'est 2,88. Donc, c'est bon. Préciser ensuite s'il y a une violation de propriété ou pas. Encore une fois, si la personne, enfin, s'il n'y a pas de clôture ou de panneau propriété interdite, vous pouvez cocher violation de propriété privée probable, mais ce n'est pas répréhensible. Vous avez le droit d'aller sur des terrains qui sont non clos. Voilà. Donc là, on va dire que c'est le cas. Il n'y avait pas de clôture, pas de panneau propriété privée, mais c'est chez quelqu'un, donc violation de propriété probable. Si c'est pris sur le bord d'un chemin, ce n'est pas de violation de propriété. Ensuite, publication du document. Est-ce que vous nous donnez le droit d'utiliser la photo? Je n'autorise pas la publication, c'est-à-dire qu'on l'utilisera seulement pour passer par enquête d'eau, mais on ne l'utilisera pas sur les réseaux sociaux et en tant qu'élément de communication. Le mieux, c'est d'autoriser, ça nous arrange. Il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton vert « Ajouter le fichier ». Et ensuite, hop, on vérifie que ce soit bien le bon document. Étape suivante, on vérifie toutes les informations. Si on a bien rempli les observations, le nom du cours d'eau, l'heure et le type d'état d'écoulement, la qualification, et on soumet le signalement. Hop. Confirmer l'envoi pour vérification du signalement et pour traitement. Ça sera ensuite envoyé directement par enquête d'eau dans le dispositif enquête d'eau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je m'arrête là sur la présentation. Donc, on va avoir voilà, petite diapo, mais ça, on l'a déjà dit en répondant aux questions. Comme on continue à s'investir après la campagne, et ben, vous pouvez poursuivre régulièrement le signalement le suivi du niveau des cours d'eau par enquête d'eau, et vous pouvez aussi participer à toutes les autres campagnes Sentinelles de l'eau, mais aussi au reste de Sentinelles de la nature. Voilà, c'est la fin du webinaire. On va pouvoir passer à la dernière séquence de questions s'il y en a. Il n'y a pas de questions. Il me semble qu'on n'a pas répondu à une question dans le chat tout à l'heure. Je suis peut-être trop vite passée au tuto. Martine Leblond, je ne sais pas si elle est encore avec nous, demandait si les plans d'eau, les lagunes ne semblent pas concernés. Alors, je ne sais pas si c'était pour la campagne ASEC ou pour enquête d'eau à proprement parler. Pourquoi est-ce que ces plans d'eau et ces lagunes qui peuvent être en connexion avec la nappe ne sont pas concernés? Alors, si c'est pour enquête d'eau, je ne sais pas, je laisserai Émilie Brugnot répondre. Si c'est pour ASEC, c'est parce que nous, on s'intéresse seulement à l'ASEC des cours d'eau visibles et pas des plans d'eau et des lagunes sur cette campagne. Je confirme que c'est la même raison par rapport à ondes et enquête d'eau. Et sur les plans d'eau, on a une telle complexité, il y a vraiment des typologies différentes, des fonctionnements, des gestions très différentes. On est sur notre problématique, en fait. Donc, clairement, là, les dispositifs se concentrent sur les cours d'eau uniquement. Merci. Une autre question sur est-ce qu'on doit passer par le site internet ou par l'application pour ASEC?
les deux, vous pouvez utiliser soit le site internet, soit l'application. Là, on vous a montré sur le site internet, mais avec l'application, c'est encore plus simple. Vous pouvez encore plus facilement prendre la photo, la joindre directement quand vous êtes sur le terrain. Donc voilà, Sentinelle de la nature, c'est à la fois un site internet, c'est à la fois une application. Vous utilisez le moyen qui est le plus simple pour vous, sachant que c'est quand même beaucoup plus simple de prendre sa photo, de faire son observation directement sur le terrain, si vous pouvez le faire. J'ai une question. Est-ce qu'il faut signaler le retour à la normale de l'ASEC? Quand on a signalé un ASEC, est-ce que quand il y a un orage et que le cours d'eau est rétabli, est-ce qu'il faut le signaler? C'est effectivement, quand vous faites un signalement, je ne vous ai pas donné la toute dernière étape, vous recevez une notification par email pour vous dire que le signalement a bien été reçu. Et dans cette notification, on vous invite à refaire un signalement si vous repassez à nouveau dans le secteur. Et a fortiori, oui, si vous savez quand le cours d'eau repasse à un niveau normal, c'est très intéressant de refaire un signalement. Merci. Il n'y a plus de questions? Alors, Catherine Lougovois demande si l'observation d'un cours d'eau en amont d'un plan d'eau est intéressante. D'un côté, je dirais qu'il faut être vigilant parce que si on est en amont d'un plan d'eau, on peut être sous influence du plan d'eau. Et donc là, encore une fois, on se trouve dans les situations que je citais tout à l'heure, un peu particulières où finalement l'observation risque de pas être représentative de la situation hydrologique du cours d'eau. Parce qu'on peut avoir des zones qui restent en eau alors que tout le reste du cours d'eau est quasiment en assec ou alors est vraiment en écoulement très faible. Donc moi, je dirais plutôt d'éviter ces zones qui sont voilà, typiquement juste en amont, se mettre à distance en tout cas de ces éléments. Oui, tous les cours d'eau sont concernés, même les plus petits. Vous pouvez tout signaler sur ASEC. Il y a une autre question sur l'accès à l'onglet campagne veille depuis l'application. Vous pouvez vérifier si votre application est bien à jour déjà en allant sur l'application sur laquelle vous l'avez téléchargée, donc soit Play Store, soit, j'ai oublié le nom pour iPhone, mais vous voyez ce que je veux dire si vous avez un iPhone. Et en activant bien la localisation GPS, c'est une application Sentinelle de la nature qui fonctionne quand le GPS est activé. Donc ça se peut que ce soit pour ça que vous ne puissiez pas activer l'onglet campagne. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Ouais, on va pouvoir clore le webinaire. On a un petit peu débordé, désolé. Merci beaucoup. Avec plaisir. De rien. Et ben, maintenant que vous savez tout de la campagne ASEC, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, aux autres bénévoles de vos associations, à diffuser le message. Si vous êtes dans une asso, que vous gérez une page Facebook ou autre, n'hésitez pas à en parler. Vous êtes les ambassadeurs de la campagne Sentinelle et on se retrouve par email pour une communication tout au long de l'été sur la campagne. N'hésitez pas à nous contacter directement auprès des référents que vous avez eus. On répondra à vos questions par mail ou par téléphone. Je disais merci beaucoup, même si je suis arrivé un peu en retard. Avec plaisir, merci. Plaisir, au revoir. Merci. Au revoir. On va mettre fin à la vidéo. Au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir et merci pour l'invitation. Bonne soirée. Au revoir, Émilie. Encore merci. Merci.